Réalisateur d'une bonne poignée de films cultes tels que Beetlejuice, Edouard Main d'Argent, Mars Attack, Sleepy Hollow et bien d'autres encore, Tim Burton émerveille le public avec ses histoires et son style reconnaissable parmi tant d'autres. Un style sombre et poétique à la fois qui lui a valu pas mal de différents artistiques avec Disney à ses débuts, mais qui lui a permis par la suite de réaliser assez librement des longs métrages avec d'autres enseignes qui reconnaissaient en lui son tout juste talent. Ainsi, avec la Warner Bros, il réalise les incontournables Batman et Batman le défi, des adaptations qui résonnent encore près de 30 ans plus tard comme des références du genre. Il faut dire que Burton était comme un poisson dans l'eau avec l'univers déjà gothique et lugubre du Chevalier Noir. Mais s'il devait réaliser un film sur l'homme qui rayonne d'espoir, qu'est-ce que ça aurait donné? Salutations voyageurs et bienvenue à bord. Aujourd'hui on va parler d'un film qui ne verra jamais le jour. Aujourd'hui on va parler du Superman avorté de Tim Burton avec Nicolas Cage dans le rôle titre. Une étrange phase scénaristique. En 97, aucun des films Warner ne rentre dans le top 10 des meilleurs succès au box-office de l'année, et ce malgré la présence à l'affiche de Batman et Robin, quatrième film de la saga initié à la base par Burton. Warner est donc dans le besoin et dans la demande d'un bon film financièrement parlant pour l'année fiscale qui suit. Des réunions et des brainstormings se mettent donc en place, et parmi celles-ci, un jeune réalisateur qui a déjà fait ses preuves s'intéresse de près aux droits que possède la Warner sur Superman. Après avoir écrit et réalisé le célèbre film Clerks en 1994 et Méprises multiples en 97 avec Ben Affleck, un petit film comédie romantique qui a rapporté 12 millions de dollars pour un budget de 250 000, Kevin Smith veut s'essayer dans l'écriture de blockbuster et donc dans l'écriture d'un Superman. Il découvre donc que la Warner Bros détient les droits d'adaptation de Superman depuis 1993, soit depuis l'année de sortie du comics La mort de Superman, événement majeur dans l'univers DC Comics qui oppose Doomsday et l'Homme d'Acier et qui est surtout connu pour la mort de Superman. Mais ce n'est pas sa seule découverte sur le sujet. En effet, suite à l'obtention des droits, un certain scénariste répondant au nom de Grégory Poirier avait déjà proposé un script à la Warner. Intitulé Superman Reborn, le script du futur scénariste de Benjamin Gates et le livre des secrets devait nous conter l'histoire d'un Superman portant une super combinaison cybertechnologique lui permettant de retrouver semblablement ses pouvoirs qu'il avait perdus suite à sa résurrection face au duel qui lui a valu sa mort contre Doomsday, puis à la fin du film, il devait porter le costume noir. Un film achète mes goodies quoi. Trouvant le script trop léger et ayant un titre nul à chier d'après Kevin Smith, ce dernier demanda à la Warner Bros l'autorisation de le retravailler, et ces derniers, au vu des besoins financiers, ont accepté. Suite à ça, il demande à Kevin Smith de collaborer avec John Peters, producteur des Batman de Burton, pour lancer sous sa supervision le projet Superman Lives. Une modification de titre proposée par Smith lui-même, qui résonne plus cool selon lui, et qui se rapproche un peu plus de sa vision de son Superman. Mais calmons-nous un peu, rien n'est encore fait, les surprises ne s'arrêtent pas là pour le jeune scénariste. Par le biais du producteur John Peters, il apprend que le script de Poirier était en fait une V2. Initialement proposé par Jonathan Lemkin et supervisé par Peters suite à l'obtention des droits, son script était surtout une demande de la Warner pour surfer sur le comics La mort de Superman et pour vendre des goodies à gogo, tout comme la version de Poirier. L'intrigue de Lemkin était assez étrange, elle devait mettre en scène une Lois Lane qui fut mise en cloque par Superman à travers son esprit durant ses derniers instants de vie suite à sa défaite contre Doomsday. Lois Lane donna naissance à un fils qui en 3 semaines grandit de plus de 20 ans et qui portera par la suite le costume de son défunt père pour devenir le véritable Superman. L'idée de Lemkin fut rejetée, Poirier prit le relais, ça a pris la poussière et vous connaissez la suite. S'autoproclamant geek et ultra fan du héros au slip rouge, Kevin Smith voit en ses deux prédécesseurs des incultes du personnage et il a la volonté de rendre à Superman ses lettres de noblesse. Enfin, c'est ce qu'il croyait, car la volonté de John Peters qui a supervisé Poirier et Lemkin, je le rappelle, reste toujours la même, faire des profits. C'est un producteur. Contre sa volonté, Smith se retrouve muselé sous diverses directives assez étonnantes de Peters. Superman ne devait pas voler, ne devait pas porter son costume iconique bleu et rouge, et il devait affronter une araignée géante à la fin du film. Évidemment, il avouera plus tard que ce n'était pas vraiment comme ça qu'il avait imaginé les choses. Mais qu'importe, il ne peut pas laisser passer cette chance, il accepte et se lance dans une V3 pour la Warner. Ainsi, son idée de mettre en scène un Lex Luthor faisant équipe avec Brainiac pour bloquer les rayons de soleil sur notre planète afin de tuer Superman plaît au producteur. Il ne manque plus qu'à trouver un réalisateur et l'acteur. Qui pour réaliser Superman Lives et qui pour interpréter l'Homme d'Acier.
Sans surprise, c'est donc Tim Burton qui est choisi pour diriger le film en raison du désistement de Robert Rodriguez, approché en premier mais trop fatigué de son dernier tournage. Et là c'est bénéf pour tout le monde. Après son Mars Attack coproduit par la Warner qui a été un échec commercial, Burton doit se trouver un nouveau film pour renflouer les caisses. Puisqu'on le voit toujours comme le réalisateur qui a réussi à redonner un second souffle à Batman dans les salles, on se dit qu'il fera de même pour son confrère Superman. Vient ensuite le casting. Pour sa part, Kevin Smith voulait Ben Affleck, avec qui il avait précédemment travaillé dans Méprises multiples, dans le rôle de Superman, et Jack Nicholson pour Lex Luthor. Alors que John Peters voulait Sean Penn dans le rôle titre pour son côté brutal. Mais que nenni, la Warner voulait celui qui avait changé son nom d'origine de Coppola, celui de son oncle pour celui d'un héros Marvel, celui même qui donnera à son fils le nom de Kal-El. Je veux bien sûr parler de Nicolas Cage. Quand je disais que c'était bénéf pour tout le monde, il a accepté avec plaisir. Nicolas Cage, un choix absurde? Si aujourd'hui cela peut bien nous paraître absurde, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Durant les années 90, les films de super-héros n'étaient pas les mêmes de ceux d'aujourd'hui, et n'avaient pas du tout les mêmes influences. Et si dans les années 2000, des hommes comme Christopher Nolan, Bryan Singer, Zack Snyder, ou bien Night Shyamalan avec son Incassable, ces hommes qui ont complètement refaçonné le genre, eh bien avant eux, la vision d'une adaptation super-héroïque était complètement différente, voire nouvelle. Puis il faut se dire que Cage avait encore la cote et était bankable. Ça reste un gars qui a tout de même collaboré avec Brian De Palma et Martin Scorsese durant la deuxième moitié des années 90 et qui avait fait des gros cartons box-office comme Volte-Face en 97. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce film, je vous conseille fortement la vidéo recap de la chaîne en mode VHS. L'annulation du projet. Accélérons un peu les choses, dès l'accord de Cage, la production se met véritablement en marche en été 97 pour une sortie prévue en juin 98. Ça tombe bien, cette sortie concordera avec le rayonnement médiatique du 60e anniversaire de Superman. C'est vraiment tout bénef, dis donc, tout va pour le mieux. Hélas, non. Sans discuter avec Kevin Smith, Burton a réécrit complètement le scénario de Superman Lives car il déteste son idée d'éteindre le soleil. Puis plus la prod avançait, plus celle-ci était influencée par les négociations entre la Warner et les marchands de jouets. Superman Lives était en train de devenir un catalogue de jouets et l'intrigue ne faisait que se modifier pour faire apparaître tel costume ou tel jouet que pourront acheter plus tard les enfants, comme par exemple l'ajout d'un chien de l'espace. Le problème c'est que ça coince, Burton, c'est Burton, va essayer de vendre au grand public des jouets dont le design provient de son esprit. S'enjoue donc un affront entre la volonté créative de Burton face à la volonté financière des producteurs. Ce qui n'arrangera pas non plus les choses et qui clora le projet, c'est de nouveau les échecs commerciaux consécutifs de la Warner, que ce soit pour ses films ou bien ses séries telles que la célèbre Lois et Clark, annulée en raison de ses audiences en berne. La Warner redemande une modification du scénario par un script doctor du nom de Dan Gilroy afin de couper dans le lard pour passer d'un budget avoisinant les 150 et 200 millions de dollars à 100 millions. Il fait au mieux mais les producteurs décident tout simplement de geler le projet Superman Lives. Burton se casse et va réaliser Sleepy Hollow à la place. Fin. L'après Superman Lives, ses références et ses influences. Superman Lives fait partie de ces films qui n'ont jamais existé, mais qui ont une telle réputation dans l'imaginaire collectif, qui sont devenus cultes avec le temps et dont on continue à en parler encore aujourd'hui. Voici une liste non exhaustive des références et des influences de ce projet avorté. Kevin Smith a réalisé un épisode de Supergirl intitulé Supergirl Lives. Kevin Spacey, qui avait été approché par la Warner pour jouer Lex Luthor, interprétera tout de même le rôle en 2006 dans Superman Returns de Bryan Singer. John Peters en sera le producteur, et on y retrouvera même une référence directe à Superman Lives. Comme dit plus tôt, Nicolas Cage prénommera son fils Kal-El, le nom kryptonien de Clark Kent, et en 2019 il prêtera sa voix au Spider-Man noir du film Spider-Man Into the Spider-Verse de Sony, qu'on croirait sorti de l'esprit de Burton. Et l'araignée géante que John Peters voulait absolument a fini dans le film Wild Wild West, un film produit par ce dernier. Pour conclure, d'une certaine manière, les véritables gagnants dans cette histoire seront Cage et Burton, qui ont respectivement gagné 20 millions pour le premier et 5 millions pour le second en raison d'une bonne négociation de contrat en cas d'annulation. La Warner a perdu 30 millions de dollars, tandis que les fans et les cinéphiles n'ont eu qu'une lueur d'espoir que ce projet maudit aboutisse. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je ne peux que vous conseiller le dossier de Sylvestre Picard
Se trouvant dans le premier numéro de Première Classique, vous pouvez le trouver aisément dans les Fnac ou autres librairies du genre. Je vous conseille évidemment aussi le documentaire qui retrace cette épopée, intitulé The Death of Superman Lives What Happened, et j'en profite pour remercier le Toast qui a bien voulu que je remake sa vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez m'aider financièrement sans débourser un sou, j'ai un Utip, regardez une pub ou deux, ça m'aide beaucoup et ça fait plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt voyageurs, et surtout n'oubliez pas, restez nostalgiques.